présente. Donc avec dans la salle ici, donc directement à ma droite, docteur Caroline Martin, ensuite docteur aussi Vincent Pizetta, et dans la salle et qui va reprendre la parole ensuite pour présenter le webinaire et la classification, donc le docteur Raphaël Simon. Et donc voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir tous pour, voilà, à nouveau, en relais de du premier webinaire qui a eu lieu avant l'été, eh bien de faire ce point à la fois de rappel et cette classification qui vient justement accompagner de façon plus générale l'évolution du financement à venir et de la réforme du financement de l'HAD. Donc, sans plus attendre, et donc je confirme ce que disait Guylaine, n'hésitez pas tout au long de la présentation à écrire dans le chat vos questions. Voilà, on les recueille de ce côté-là de la salle. Merci à tous. Donc, je passe la parole à Raphaël Simon. Merci Raphaël, bienvenue à tous donc pour ce deuxième webinaire qui concerne la classification HAD, dans lequel on va essayer de revoir ce qui vous a été présenté en juin et ensuite d'aller un peu plus loin, de vous présenter notamment des éléments techniques. Aujourd'hui, donc, on va faire une courte introduction et puis ensuite présenter les principes de classification, soit les rappeler si vous les avez déjà vus en juin, soit euh, les présenter pour ceux qui les voient pour la première fois. Et après ces concepts généraux, on vous présentera l'arbre de classification, donc on rentrera plus dans le détail technique de ce qu'il y a dans cet arbre et surtout de comment manipuler les fichiers, les documents qu'on va vous communiquer afin de pouvoir vous-même interpréter cet arbre et comprendre comment se groupent les séjours. Et on finira avec un point sur l'expérimentation en cours de cette classification ainsi que les éléments de restitution que nous prévoyons avec cette classification et de cette expérimentation. Au milieu de cette présentation, à plusieurs moments, il y aura des sessions de questions-réponses où on essaiera de prendre les questions qui ont été posées dans le chat et d'y répondre à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Pour commencer, on va représenter la classification. Donc la classification HAD dans la version et la mouture qui vous est présentée actuellement, c'est un travail depuis plusieurs années qui est de longue haleine, qui est élaboré conjointement avec le concours et le travail des fédérations hospitalières d'HAD, dont on a testé plusieurs versions et on pense et on espère que la version actuelle est la version définitive puisqu'on aboutit actuellement à un modèle qu'on pense être capable d'être déployé en routine et bien répondre aux attentes du terrain. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce qu'on a abouti après dans ce travail à une fonction groupage un peu particulière qui diffère des autres champs puisque elle a un double mécanisme qui lui permet de prendre en compte une des particularités de l'HAD qui est la complexité des prises en charge qui peut évoluer au cours du séjour et notamment d'une séquence à une autre. Et donc ce groupeur, il a la particularité qu'il groupe deux fois en réalité, dans un séjour d'HAD qui serait multiséquence, et bien entendu, ça s'applique pareil dans un monoséquence, ce groupeur va d'abord catégoriser médicalement chacune des séquences avant de déterminer algorithmiquement comment catégoriser le séjour. Ça, c'est assez innovant puisqu'on ne le faisait pas par ailleurs dans d'autres circonstances. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Dans la fonction groupage HAD, donc dans la nouvelle fonction groupage HAD, pour cette classification, les informations collectées dans le PMSI qui sont utilisées pour grouper sont toujours les modes de prise en charge, MPP, MPA. Les diagnostics s'ajoutent au mode de prise en charge, donc qu'ils soient associés au MPP, au MPA, le diagnostic principal et les diagnostics associés. Les variables de dépendance, que sont l'ICA, la vécu physique et la vécu cognitif, l'âge du patient, la durée de sa séquence, la présence d'actes CCAM. Et il est bon de noter que nous n'utilisons pas dans cette version la nature de séjour pour grouper. Alors, quels sont les grands principes de cette classification? C'est-à-dire quelles sont les grandes terminologies qu'on va retrouver
par la suite. Pour ceux qui connaissent le MCO, on a un équivalent de la racine du MCO qui s'appelle le groupe principal du séjour. Le groupe principal du séjour, c'est vraiment la caractérisation médicalisée de ce qui s'est passé dans le séjour et on l'appelle GP et on le retrouvera au cours de cette présentation appelé GP. On lui a mis un code couleur qui est cette espèce de vert qu'on a mis sur la ligne qui est ici. Comme je vous le disais, puisque ce groupeur est particulier et qu'on caractérise médicalement chacune des séquences avant de caractériser le séjour, on retrouve un GP par séquence, un groupe principal de séquences, et ensuite la fonction groupage détermine algorithmiquement quel est le groupe principal qui caractérise le mieux le séjour à partir des informations de ces séquences-là. Et puis ensuite, au-delà de la caractérisation de la prise médicalisée du séjour, c'est-à-dire la description principale du séjour, comme dans les autres champs, on va déterminer un niveau de sévérité qui est censé être le reflet, qui se veut surtout, il n'est pas censé, il se veut être le reflet de prise en charge additionnelle, qui peuvent être parfois orthogonales à la prise en charge principale du patient, de prise en charge médicale. On appelle donc la sévérité avec un S et on appelle ça donc le GPS, c'est-à-dire le GP, groupe principal, agrémenté de son niveau de sévérité. On l'appellera tout au long de cette présentation GPS et il est souvent marqué par cette couleur violette. Et enfin, comme en SSR ou en SMR, excusez-moi, on caractérise aussi la lourdeur du séjour qui est pour nous différente de la sévérité dans ce sens qu'elle a plus trait à des caractéristiques personnelles du patient, donc son âge, son niveau de dépendance, des facteurs socio-économiques qui sont des choses qui sont plus constantes au long du séjour, ou alors en tout cas pour la dépendance qui sont plus propres au patient et non pas à une pathologie survenant en plus de la pathologie principale. Donc lourdeur, lettre L, et GPSL, c'est le groupe principal affublé de son niveau de sévérité et de son niveau de lourdeur. Et on repère les discussions liées à la lourdeur avec la couleur orange au cours de cette présentation. Comment ça se passe concrètement? On va commencer par un exemple théorique et ensuite on verra en pratique comment se passe un groupage. Mais pour l'instant, restons dans le théorique. Sur cette diapositive, il y a un séjour complètement fictif avec aucune info particulière, mais on imagine qu'on a un séjour multiséquence dans lequel il y a les informations groupantes dont je vous parlais tout à l'heure. Chacune des séquences obtient un groupage de séquences, un groupe principal, comme je disais juste avant. Donc à partir des informations médicales qui sont contenues dans la séquence. Puis, une fois qu'on a caractérisé chacune des séquences, on fait passer un algorithme qui détermine lequel parmi ces groupes principaux déterminera le groupe principal du séjour. La règle appliquée actuellement, c'est que le groupe principal ayant cumulé le plus de journées dans la totalité du séjour, parmi les groupes principaux de séquence, devient le groupe principal du séjour. Et, si vous vous posez la question, en cas d'égalité entre deux groupes principaux, c'est celui qui est prioritaire dans l'arbre que je vous montrerai après qui l'emporte. Donc on a une détermination, et je passe ma souris doucement, une détermination médicale de chaque séquence, parfois avec la même détermination, parce que des informations peuvent mener au même groupe, et on régule le tout à la fin, parce qu'on veut un groupage au séjour, en choisissant le groupe qui représente le plus de journées. Bien entendu, je vous présente un exemple complexe avec plein de séquences, mais les séjours multiséquences, c'est 10% des séjours d'HAD. Pour un séjour monoséquence, c'est plus simple. On garde le groupe principal qu'on a obtenu à l'issue de ce groupage. Donc, je vous présente le cas complexe parce qu'il se résume facilement ensuite dans son cas plus général avec une seule séquence. Une fois qu'on a déterminé un groupe principal par séquence et trouvé un groupe de séjour, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine les informations qui ont servi à obtenir les groupes principaux, c'est ce qu'on représente ici en barrant les infos, et on repasse l'algorithme de groupage, cette fois-ci, pour faire la sévérité. On détermine ce qu'on appelle des groupes secondaires, avec la lettre S comme sévérité, et donc à partir des informations présentes dans chaque séquence, on va faire passer l'algorithme autant de fois qu'il y a des infos dans la séquence, et on va trouver des groupes secondaires, c'est-à-dire qu'on va réemployer l'arbre qu'on a utilisé en groupe principal, on va vraiment refaire une caractérisation médicale de chaque séquence, autant de fois qu'il y a des informations dans le séjour, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Une fois qu'on a épuisé toutes les options de groupage dans chaque séquence, on met tout ça en commun,
y compris avec les groupes principaux qui n'ont pas donné le groupe principal du séjour, qui deviennent des groupes secondaires. Ils ne disparaissent pas, ces informations sont bien utilisées. On met tout ça ensemble et ça nous sert à obtenir un niveau de sévérité. Donc, il y a une petite phase d'exclusion parce qu'on essaye d'éliminer les informations redondantes, soit parce que les groupes secondaires qu'on a trouvés sont redondants avec le groupe principal, soit parce que les groupes secondaires sont redondants entre eux, ils apportent la même information ou ils sont pas compatibles, il y en a un qui est une version moins précise de l'autre. Donc on fait passer un passage d'exclusion, mais à la fin on se retrouve avec un certain nombre de groupes secondaires qui sont porteurs de niveaux de sévérité, on pourra les regarder tout à l'heure ensemble plus en détail, et à partir de ces niveaux on détermine le niveau de sévérité du séjour qui est de 1, 2 ou 3. Il n'y a que 3 niveaux de sévérité en HAD pour le moment. On est donc arrivé jusqu'au niveau de sévérité, et je vais faire une petite pause ici pour dire qu'il peut y avoir une petite particularité dans l'usage des groupes secondaires. Si éventuellement parmi ces groupes secondaires, on en trouve un qui fait partie d'une combinaison rare et spécifique avec le groupe principal, on a un système qui s'appelle le méta-groupe principal, que je vous présente ici, qui permet de moduler le groupe principal. Donc, à l'étape où on en était, on a un groupe principal du séjour, on a des groupes secondaires déterminés dans le séjour. Il y a certaines combinaisons, elles sont rares et on les verra ensemble tout à l'heure, donc ne nous arrêtons pas sur l'exemple tout de suite, mais on en a mis deux ici, on en a mis deux ici pour illustrer. Et certaines combinaisons du groupe principal avec un groupe secondaire permettent de convertir le groupe principal en sa variante métagroupe principal, qui prend en compte cette prise en charge. C'est ce qui nous permet de combiner un groupe principal issu d'une certaine séquence avec un groupe secondaire d'une autre séquence pour en fait comprendre que le séjour, c'était un séjour plus complexe que ce que ces séquences nous en disaient individuellement. L'exemple plus parlant, c'est par exemple les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur. Pour nous, on considère que c'est un type de séjour différent du simple soin palliatif, ou je ne sais pas si on peut dire simple, mais en tout cas du soin palliatif commun. Et donc, on a un groupe principal qui représente cette association. Et on a la même chose avec les alternances de chimio-surveillance, et on pourra regarder ensemble d'autres quand je vous montrerai les informations de groupage tout à l'heure. Une fois qu'on a fini cette étape de sévérité et d'éventuelle promotion d'un méta-groupe principal, on laisse de côté les groupes secondaires, on a attribué un groupe principal et sa sévérité, et il nous reste à déterminer la lourdeur du séjour. La lourdeur, elle est déterminée à l'échelle du séjour, on ne regarde pas séquence par séquence. Pour les éléments de dépendance, on prend la pire valeur du séjour, donc le pire IK du séjour, les pires AVQ physiques et cognitifs du séjour. On collecte aussi les facteurs socio-environnementaux qui sont marqués par un mode de prise en charge comme le mode de prise en charge 25 ou certains codes de la CIM10. Pareil, on peut les retrouver dans les fichiers que je vous donnerai tout à l'heure. Et à partir de ces infos, à l'échelle du séjour, on détermine un niveau de lourdeur. On a une table de correspondance des différents niveaux en fonction du groupe principal. Donc pour la lourdeur, ce qui est récapitulé sur cette diapositive, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. On prend les pires valeurs du séjour, et ensuite on a deux niveaux. Donc la lourdeur, pour l'instant, dans sa mouture actuelle, ce qui marche le mieux pour nous, c'est de faire A ou B, donc 1 ou 0. Il y a lourdeur ou il n'y a pas lourdeur. Donc certains séjours sont affublés d'un niveau de lourdeur B quand la combinaison de leur variable de lourdeur et groupe principal le permet. Voilà pour le schéma de groupage. Ensuite, on a essayé on va avancer doucement dans la présentation sur la lecture de tous ces éléments, de l'arbre, des groupes principaux. Et la première chose qu'on aimerait vous présenter, c'est qu'on a fait des regroupements de groupes principaux. Donc, ces choses que je vous montre à l'écran ont une valeur descriptive, mais il y a 99 groupes principaux, d'accord? Je rappelle, équivalent de la racine en MCO ou du GN en SMR. Et pour qu'ils soient plus faciles à lire, on les a regroupés dans ce qu'on a appelé des blocs, c'est-à-dire 14 grands regroupements de groupes principaux. C'est vraiment dans un souci de lisibilité d'abord, c'est-à-dire que c'est plus facile de parler de 14 blocs, de 14 catégories, et de descendre ensuite dans ces catégories pour voir tous les groupes principaux. Donc on retrouve des grandes activités de l'HAD avec l'enfance, le péripartum, les soins palliatifs, la nutrition, la douleur. On a fait un bloc de séjour court, on a un bloc de rééducation ortho, et on a des blocs par appareil ou pathologie avec les affections cutanées, les cancers, les infections, la neuro, la traumato, les appareils et insuffisances.
Voilà pour les blocs. Je vous les présente maintenant parce qu'on s'en sert par la suite pour certaines descriptions. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre ce que sont les blocs. C'est vraiment une unité descriptive. Ensuite, toujours pour décrire et échanger plus facilement entre nous, pour avoir un format d'échange à propos de cette classification entre tous les acteurs qui la partagent, on fait un identifiant. On a une nomenclature identifiant d'un groupe. De la même manière qu'en MCO, vous avez 5 caractères et un niveau, vous avez ici 6 caractères. Donc en fait, 4 caractères qui correspondent au groupe principal, ici. XX, c'est un identifiant du bloc. Je vous ai montré des blocs de 0,1 à 14, donc ce serait de 0,1 à 14, XX. YY, c'est le numéro du groupe principal dans le bloc. Ils sont ordonnés de 0 à X. Et donc ce numéro-là est arbitraire, c'est vraiment de la hiérarchie. L'ensemble de ces valeurs forme l'identifiant du groupe principal. Et ensuite, on a un chiffre pour la sévérité. Donc l'ensemble forme sur 5 caractères le GPS. Et un niveau de lourdeur avec la lettre qui forme le tout, le GPSL. L'intérêt d'avoir une lettre pour la lourdeur et un chiffre pour la sévérité, c'est une fois de plus, comme c'est un format d'échange d'informations et de discussion, c'est plus facile à l'œil. À l'œil, si on cherche la lourdeur, on sait qu'on cherche la lettre à la fin du groupe. Si on cherche la sévérité, on cherche le chiffre à la fin du groupe. C'est uniquement pour ça qu'il y a une lettre et un chiffre. On aurait pu faire ABC pour la sévérité, 1, 2 pour la lourdeur. Et voilà, c'est comme ça que ça se présente. Voilà pour la nomenclature. On récapitule parce que ça faisait beaucoup d'infos avant de passer à une illustration. On a donc, excusez-moi, on a donc un séjour qui a potentiellement plusieurs séquences. Qu'il y en ait une ou plusieurs, il va se passer la même chose. Pour chacune des séquences, on va aller prendre les informations médicales PMSI du séjour, passer un algorithme de groupage qui va en sortir un groupe principal de séquences, qui est une caractérisation médicale de ce qui est survenu dans la séquence. Et s'il y en a plusieurs, on va synthétiser ces informations de séquence en un groupe principal de séjour. À la fin, qu'on ait une séquence ou plusieurs séquences, on arrive tout le temps à un groupe principal du séjour. Ce groupe principal est ensuite augmenté d'un niveau de sévérité et d'un niveau de lourdeur. Voilà pour le schéma du groupage. On va illustrer avec un cas pratique. Excusez-moi, j'ai passé la slide un peu vite, mais on va mettre en application ce que je viens de dire là, en reprenant le même code couleur, simplement pour illustrer comment ça se passe dans un séjour. Les séjours et les illustrations qu'on a, ce sont pas des inventions, hein, ce sont des séjours voilà, c'est des exemples de cas cliniques qui nous ont été communiqués par les partenaires avec qui on a pu travailler, donc ça se base sur des cas cliniques réels. Dans notre exemple ici, on a un homme de 55 ans, paraplégique suite à une fracture vertébrale, qui est prise en charge en HAD pour des soins de nursing, de l'escar et la rééducation au transfert. On retrouve un séjour de 111 jours, j'espère qu'on voit bien ma souris, mais je crois que c'est le cas, qui n'a qu'une seule séquence, qui a été codée avec une nature de séjour de soins complexes, un DP de paraplégie. Donc la nature de séjour, on l'a mise parce qu'elle était présente dans le séjour, mais je vous l'ai dit, on l'utilise pas. Un mode de prise en charge soins de nursing, puisqu'il est pris en charge pour le nursing, la rééducation ortho pour la rééducation, et on retrouve ses escars en DCMPP, on retrouve sa fracture décrite en DCMPA. Il a un ICA à 40, un AVQ physique à 9 et un AVQ cognitif à 3. Selon l'algorithme que je vous ai présenté, on détermine un groupe principal de séquences, et comme il n'y en a qu'une, ce sera le groupe principal du séjour. Les informations suivantes nous font arriver dans le groupe principal 1202. On l'a dit dans la nomenclature, les 4 premiers caractères, c'est le groupe principal. 12 pour le bloc de neurologie et 02 parce que c'est le deuxième groupe. Le T entre parenthèses ici, c'est une appellation temporaire. Il faut encore qu'on finalise les libellés puisque c'est le travail qu'on fait en dernier une fois qu'on est certain de bloquer la classif. Ça désigne un groupe qui prend en compte le MPP de nursing. C'est un groupe, parce qu'on a 2 groupes d'affections déficitaires et celui-là, c'est le groupe, je vais le dire improprement, plus complexe. Une fois qu'on a trouvé le groupe principal du séjour, on l'a dit, donc c'est à la fois le groupe principal de la séquence et du séjour, on retire les informations du séjour, d'accord, elles n'existent plus dans le séjour pour nous, pour l'algorithme, et l'algorithme passe à la phase de sévérité.
il va trouver dans le séjour des groupes secondaires. Donc ce ne sont pas, comme on peut le retrouver dans les autres champs, ce ne sont pas les codes de la CIM qui vont directement donner des niveaux, mais bien des groupes secondaires, c'est-à-dire qu'on refait passer l'algorithme et ça ressemble à ça. On trouve, avec les informations du MPA de rééducation orthopédique et de fracture, un groupe secondaire de rééducation ortho-traumato. On trouve et on élimine les infos, on refait passer l'algorithme et cette fois-ci, il trouve des soins cutanés catégorisés autres, mais grâce à l'ulcère de décubitus de stade 2. On refait passer l'algorithme après avoir supprimé l'info, excusez-moi, et on trouve une douleur neuropathique. On utilise la douleur neuropathique pour catégoriser en prise en charge de la douleur. On supprime la douleur et on utilise les dernières informations du séjour pour trouver des affections génito-urinaires. Au total, ces 4 groupes secondaires ont épuisé l'ensemble des infos du séjour. On n'a plus rien à utiliser pour grouper. On les affuble donc de leur niveau. 3 pour rééducation ortho-traumato, 2, etc. Ensuite, on détermine le niveau de sévérité du séjour à partir de ces infos. À l'instar du MCO, pour l'instant, c'est le pire niveau de groupe secondaire qui donne le niveau de sévérité du séjour. C'est quelque chose qui pourrait changer, mais qui pour l'instant est décidé comme ça. On pourrait imaginer des combinatoires, des modulations, mais pour l'instant, c'est le niveau maximum des groupes secondaires qui donne le niveau de séjour. Nous avons donc un GPS 12023 et il lui manque sa lourdeur. Pour l'étape de la lourdeur, comme je vous l'ai dit, on prend les infos à l'échelle du séjour. Pour ce groupe principal, ces informations de lourdeur donnent un niveau A pour chacune d'entre elles et de la même façon que la sévérité, on prend la pire information de lourdeur pour donner la lourdeur du séjour. Ce sera donc un séjour de lourdeur A. Au total, le GPSL de ce séjour, c'est 12023A. Bloc neuro, groupe 2, sévérité 3, lourdeur A. Voilà pour l'illustration. On a un temps disponible de questions-réponses. Alors, je te passe la main, Raphaël, s'il y a des questions auxquelles je dois répondre. Oui, merci. On en a une effectivement plutôt alors qui concerne la valorisation, mais justement c'est intéressant parce que du coup qui fait état des séjours potentiellement longs hein, en HAD et du coup avec le fait que pour arriver à ce groupage, il faut avoir l'ensemble des informations qui donc arrivent à la fin du séjour. Et donc la question qui est posée, c'est voilà comment on va gérer hein, la valorisation s'il faut attendre la fin du séjour pour avoir une valorisation précise, exacte hein, du séjour. Effectivement, c'est une très bonne question. Et effectivement, il faudra qu'elle soit abordée au moment où les travaux de valorisation seront menés. À ce stade, comme je le disais un petit peu en introduction, enfin, j'allais dire, c'est l'étape d'après. Au jour d'aujourd'hui, on travaillait donc sur la description médicale à travers la classification. Donc, on est vraiment purement descriptif. Mais quand les travaux sur le nouveau modèle de financement de l'HAD seront engagés, cette question-là devra être posée et une solution devra être apportée aux établissements, puisque, évidemment, à travers la longueur des séjours, c'est une question de trésorerie hein, qui est posée aux établissements de santé. Et donc, voilà, encore une fois, une solution devra être trouvée pour permettre que, voilà, au fil de l'eau, il y ait une trésorerie qui permette aux établissements de gérer les dépenses, voilà, les dépenses courantes. Donc, merci pour cette question qui, effectivement, renvoie aux travaux qui vont suivre hein, sur le modèle de financement de l'HAD. Alors, une autre question. Voilà, les questions arrivent en même temps. Quelle est la lourdeur la plus importante, A ou B? Donc, c'est B. Idem pour sévérité 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3. On suit comme en MCO ou en SMR. Hein, le 3 est plus sévère que le 2, comme en MCO, le 4 est plus sévère que le 3, et en SMR, le 2 que le 1. Avant de parler de valorisation, comment grouper au niveau PMSI si un séjour n'est pas terminé? Est-ce que tu veux que je réponde, Raphaël? Oui, vas-y. Tant que le séjour n'est pas terminé, on groupe Oui, avec les informations dont on donc on dispose. a. Ça fait lien avec la réponse que tu as donnée à l'instant, Oui. mais voilà, on groupe avec les informations dont on dispose au moment où on les a. Oui, comme dans les autres champs. On recherche toujours 4 GS ou c'est selon le nombre d'informations pouvant déterminer des GS? Ah. J'imagine que la question c'est par rapport à l'exemple et les 4 GS, c'est ça?
En fait, c'est l'information qui va déterminer le nombre de GS. C'est-à-dire, tant qu'il y a de l'information qui n'a pas été utilisée pour le GP, eh bien, cette information va être utilisée pour construire des GS. Donc voilà, c'est ça. Peut-être cette question renvoie aussi à l'importance du codage, hein, de l'information médicale et de bien renseigner dans le PMSI les caractéristiques du patient. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments importants, hein, dans l'expérimentation qui est lancée. C'est aussi voilà, qu'il y ait une conscience collective de l'importance de renseigner des informations qui, voilà, qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas impactantes, hein, dans le PMSI, mais qui à terme le seront, puisque, bah, comme vous l'avez vu, hein, l'information, enfin, de nombreuses caractéristiques du patient sont prises en compte, soit évidemment pour le GP, mais pour les groupes secondaires ou pour le niveau de lourdeur. Donc voilà, on aura vraiment besoin de ces informations-là pour vraiment décrire le mieux possible le patient dont vous avez la charge et du coup aussi la charge en soins que ça représente, hein, quelque part. C'est ça qui est derrière. Donc euh, voilà, cette information-là sera importante à recueillir. Du coup, je rebondis sur voilà, l'importance de la qualité, l'exhaustivité du codage. C'est bien codé en CIM10. Oui, oui, bien sûr. On est en CIM10. De ce fait, on part comme en MCO. Euh, oui, c'est ça. Alors, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a des séjours terminés ou bien il y aura comme en SMR en envoi partiel? Je pense qu'on a répondu à cette question avec les envois partiels. Il y a des questions sur l'ENC. Quels sont les établissements ENC dans le modèle? Quel est le référentiel ENC en HAD? Euh, pour le coup, à ce stade, on est dans le modèle, enfin, dans l'expérimentation uniquement sur la partie classificatoire et de fonction groupage. À terme, évidemment, il faudra que enfin, dans le cadre des travaux de remontée ENC, il faudra qu'il y ait un lien évidemment qui soit fait entre les coûts, les charges remontées et évidemment la nouvelle classification. Alors, Totop, ouais. Attendez, excusez-moi, il y en a plein de questions qui arrivent. Ah, il y a une question sur les exclusions. Quel est l'algorithme qui détermine les exclusions afin de déterminer le GS? Peut-être, Raphaël, Donc, rappeler quelques principes. les exclusions, on vous présentera tout à l'heure. C'est le moment de le dire, on le présente après, mais on va vous donner vraiment l'entièreté des fichiers techniques nécessaires pour simuler le groupage vous-même. Dedans, il y a les exclusions. Les exclusions sont des listes de combinaisons de groupes principal vers secondaire ou secondaire entre eux, qui s'excluent. Et on verra tout à l'heure comment on peut le lire. Mais donc, l'algorithme qui applique les exclusions, il applique des règles statiques de ce GP exclut ce GS et ce GS exclut ce GS. Il y a aussi quelques exclusions basées sur des codes. Certains groupes sont exclus de la sévérité par certains codes. Et tout ça est dans le fichier que je vous montrerai dans la deuxième partie. Est-ce qu'il y a encore d'autres Alors, questions potentielles, oui, alors il Raphaël? y a des questions après sur les outils. Donc, vous verrez, donc il y a des questions sur la disponibilité d'un algorithme de groupage, on va y revenir, ainsi qu'aussi un manuel. Voilà, ça, c'est aussi des livrables qui vont être. Alors, une partie vont être évoquées aujourd'hui et d'autres seront aussi produits. Évidemment, il y aura un manuel de groupage qui accompagnera la fonction groupage. Et bah, peut-être on peut poursuivre et puis on va reprendre, enfin, poursuivre et puis on reprendra les questions dans un deuxième temps, on les note. Très bien. Alors, j'ai vu quand même qu'il y avait des questions sur l'ENC. Je voudrais quand même dire que nous, on regarde les données de l'ENC. Bien entendu, il y a des questions qui se posent sur évaluer sur la base de l'ENC cette nouvelle classif, mais la classif, elle est optimisée sur des critères de coût aussi qui sortent de l'ENC. J'ai l'impression qu'il y avait des questions qui pouvaient être en lien avec ça. On n'est pas du tout ignorant ou aveugle de l'ENC dans le développement de cette classification. Alors, pour la suite, on va donc vous présenter l'arbre de classification et surtout, en fait, on va vous présenter ce qu'on va mettre à votre disposition et qui est un fichier simple, un fichier de tableur qui est normalement manipulable par n'importe qui et dans n'importe quel contexte, qui est aussi une petite innovation de l'HAD, puisqu'on va vous mettre dans les mains sous un format
plus analytique la compréhension de l'arbre de groupage. Alors, il faut d'abord, avant de vous donner ce fichier, parce que c'est le produit d'un travail qui a été assez long de développement chez nous et qui du coup est assez complexe, il faut que je pose quelques éléments de vocabulaire et de concepts avant de vous montrer le fichier, sinon ce sera incompréhensible. Donc, quelques concepts. Il y a pour nous ce qu'on appelle parfois improprement des arbres, c'est-à-dire ce qu'on appelle des arbres, c'est la représentation des algorithmes de groupage. Donc c'est une suite de tests auxquels on répond oui ou non qui détermine le groupage. Donc c'est est-ce que le séjour a un diagnostic qui appartient à telle liste? Est-ce que le séjour dure moins de tant de jours? Est-ce que le patient a plus que tel âge? C'est une série de tests auxquels on répond oui ou non. Et ces arbres, en HAD, on en a 3, puisqu'on a 3 algorithmes de oui-non dont on se sert. Le premier, le principal, comme son nom l'indique, c'est l'arbre de groupage des groupes principaux. Donc c'est les tests qu'on applique à un séjour pour déterminer dans quel groupe il arrive. L'arbre dit secondaire, c'est l'arbre de la sévérité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le groupe principal, on a à nouveau une suite de règles oui-non qu'on applique sous forme d'une boucle, comme je vous le montrais, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a de l'info dans le séjour, pour trouver les groupes principaux du séjour, les groupes secondaires, pardon. Et l'arbre tertiaire, tous ces noms-là peuvent être amenés à changer, bien entendu, on rediscutera à la fin de la documentation, c'est l'arbre des méta-GP. Comme je vous le disais tout à l'heure, et je sais que ça a été dense, donc je répète, il y a certaines situations dans lesquelles le groupe principal du séjour se combine avec un des groupes secondaires pour être modulé et changer le groupe principal du séjour. C'est dans des situations rares et dans lesquelles on a remarqué que des événements qui surviennent dans des séquences différentes, par exemple, ou une certaine limitation peut-être du format de recueil nous permettent, on peut retrouver une meilleure description médicalisée du séjour de cette manière-là. Donc il y a 3 arbres parce qu'il y a 3 algorithmes avec des tests oui/non. Tous ces tests, ces arbres, ce que nous on appelle des arbres, tous ces algorithmes reposent sur des sources, c'est-à-dire reposent sur des documents qui leur donnent de l'information. Il y a d'abord des listes. Les listes, c'est simplement mettre dans des paquets communs les codes de la CIM, les codes de la CCAM, les modes de prise en charge, parce qu'ensuite c'est à ces listes qu'on fait référence dans l'arbre de groupage. Donc je vais prendre ma souris 2 secondes. Les arbres ici, ils font appel d'abord à des listes. Donc on prend des codes de la CIM et par exemple on fait une liste, tous ces codes de la CIM, c'est les escars. Et l'arbre de groupage, il dit, y a-t-il un diagnostic de la liste escar en position de DCMPP? D'accord? Et donc il cherche dans sa liste. Pareil avec les actes, on prend par exemple les actes de dépenchement. Pareil dans les MP, y a-t-il un MP 9 ou un MP 14 en MPP? L'arbre, il teste sur ces listes-là. Ensuite, on a les niveaux. En face de chaque combinaison groupe principal, groupe secondaire, on a des niveaux de sévérité, je vous le disais, et on a aussi des niveaux de lourdeur avec en face d'un GP et de ces informations de dépendance ou de FSE. On a à nouveau une représentation tabulaire. Donc quand je dis tabulaire, vraiment pensez à un tableur, comme par exemple dans Excel, mais n'importe quel tableur peut représenter ces infos, dans lesquelles vous retrouvez pour les différentes combinaisons les valeurs dont on a besoin. C'est ce qui permet à nouveau à nos algorithmes de trouver quelles infos attribuer à quel moment de l'algorithme. On a ensuite, comme vous l'avez bien soulevé dans une question, des exclusions, qui sont elles aussi représentées sous format tabulaire, parce que ça nous permet de les échanger dans un tableur et donc de les échanger avec tout le monde, plutôt que d'être bloqués dans un format informatique. Et on a des exclusions de groupes principaux vers groupes secondaires. Donc certains groupes principaux excluent, retirent des groupes secondaires, même si on les a trouvés, on les enlève, on ne les compte pas. Certains groupes secondaires prennent le pas sur d'autres. Donc la présence de 2 groupes secondaires entre eux fait qu'on ne garde que le premier. Et certains groupes principaux excluent la présence d'un groupe principal fait qu'on exclut les codes qui ont mené à ce groupe principal. Je vais vous présenter tout ça après, mais c'est pour lister, on est là dans un effort de lister le vocabulaire pour être sûr qu'on se comprenne. Alors, pourquoi on dit arbre et ensuite vous allez voir du format tabulaire. C'est cette démonstration, on a essayé de mettre ça sous format visuel pour qu'on se comprenne. Ce qui se passe, c'est que le séjour, pour chaque séjour, on va lui faire une certaine suite de tests, donc on va lire de gauche à droite ce schéma, pour l'amener dans un groupe. Tant qu'on répond oui ou vrai, on suit la flèche verte, on va au prochain test, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de test et qu'on arrive dans un groupe.
Et dès lors qu'on répond faux à un test, d'accord, ligne rouge, on revient en quelque sorte en arrière et on passe au test suivant en dessous, donc en vertical. Oui nous fait bouger vers la droite et faux nous fait bouger vers le bas. Donc ça, c'est une représentation d'un format arbre. C'est ce que vous pouvez voir pour ceux qui connaissent le MCO dans le manuel de groupage volume 3. Alors, vous avez une représentation d'un schématique comme ça des tests de l'arbre de groupage. Ces tests qui nous mènent dans nos GP par exemple, on pourrait aussi les écrire comme ça. Je vais faire doucement, mais on pourrait recopier certains d'entre eux. Le format arbre nous évite, dans le cas ici, là, de répéter le test C, parce que on dit que si on valide le test C, puis le test D, on va en groupe 2. Sinon, si on valide le test C et le test E, on va en groupe 3. Dans un format tabulaire, un format de tableur, ça peut se représenter comme ça, en réécrivant l'info. On a un peu trop d'infos puisqu'on n'avait pas besoin. L'avantage du format arbre, c'est qu'il nous permet d'être plus synthétique. Mais le format tabulaire écrit les tests comme ça. On fait les tests en ligne et si on valide pas un test, on va à la ligne suivante. Ça, c'est pratique pour échanger entre nous, entre humains, parce qu'on peut s'échanger des fichiers. Tout le monde a l'habitude de travailler avec des tableurs. Et c'est à partir de ce constat qu'on a choisi de travailler et de représenter la plupart de nos sources, de nos documents techniques. On prend donc un tableau, on dit qu'on a des colonnes qui sont des tests, on a des colonnes qui sont des groupes, et on peut écrire notre arbre sous forme d'un tableur. Chaque test a une valeur correspondante, donc je fais référence à la slide de tout à l'heure où je vous montrais que l'arbre il peut appeler des listes ou des exclusions, etc. Donc dans notre tableur ici, on va dire que pour aller dans le groupe 1, il faut valider le test A. Le test A, c'est un test sur la valeur A, donc par exemple, on écrirait dans le test A DCMPP, et ici on écrirait escar, et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Y a-t-il en position de DCMPP un des diagnostics de la liste escar? Puis, si on répond oui, on teste le test 2, qui pourrait être la présence d'un MP 9 ou 14, donc on écrirait MPP ici. Ici, on écrirait liste 9-14, et ça voudrait dire y a-t-il en position de MPP un MP 9 ou 14? Si on dit oui, on a validé la ligne, on va dans le groupe 1. Sinon, on fait pareil à la ligne 2. Et on peut représenter comme ça les 99 groupes de l'arbre. Ça, c'est pratique pour échanger entre humains et c'est pour ça qu'on le représente comme ça. Nous, derrière, on a des programmes informatiques qui vont venir lire ce format pour le convertir dans un format qui nous arrange plus informatiquement et faire le groupage. Mais c'est un format pratique d'échange entre nous. On peut le manipuler, on peut faire des changements, notamment nous les médecins, on peut facilement travailler sous ce format-là pour faire des propositions de changement, on peut changer les listes de code, on peut décaler les tests, on peut essayer de bouger l'arbre sans avoir à rentrer dans le code informatique de la fonction groupage. On a donc, je vous disais, 3 arbres, ils sont tous représentés de cette manière-là. Et dans le même fichier, nous on utilise Excel parce que ça permet d'avoir des onglets, mais on pourrait imaginer avoir un autre tableur et faire plusieurs fichiers si vous le vouliez. On a tout au même endroit. Dans tous les onglets, dans tous les feuillets de notre Excel, on a tous les éléments du groupeur. À la fois les arbres qui vont être lus et transformés par l'algorithme et toutes les sources nécessaires pour cet arbre. Je vous le disais tout à l'heure, les tests font appel à des listes de code, donc on se répète un petit peu. Hein, on est dans la description. Tout à l'heure, on avait un sommaire où j'ai beaucoup parlé et c'est juste la description de ce sommaire. On a donc nos listes, elles sont toutes présentes dans notre fichier. On a des listes de code SIM10, des listes d'ACCAM, des listes de MP qu'on maintient. On maintient un référentiel en permanence et on maintient toujours un code, son libellé et la liste auquel il appartient. Une fois de plus, c'est un format de développement, d'itération, de R&D, d'échange qui est beaucoup plus maniable que de tout écrire dans le code. On a des niveaux, je vous le disais tout à l'heure, on a des tables de référence, des niveaux qui correspondent aux combinaisons de groupes principaux, groupes secondaires. Bref, toutes les combinaisons qu'on va rencontrer dans le groupage, on a des tables qui nous donnent la correspondance de niveau de sévérité et de lourdeur à donner au séjour. On a enfin nos tables d'exclusion qui sont décrites ici. Donc des exclusions où le GP exclut certains GS, c'est ce qui nous permet d'éviter de compter à tort certains groupes secondaires en présence de certains GP. Par exemple, si on avait GP escar
GS escar, je ne sais pas par quel mécanisme, on va pas garder le GS d'escar, c'est doublon. Il y a des choses un peu plus complexes, par exemple si on avait un GP d'escar et un GS de pathologie cutanée non précisée, quelque chose de très peu précis, on l'exclurait parce que c'est issu probablement de la même chose. On a la même chose pour les GS, où certains GS dominent sur d'autres, et pour les codes qui nous servent à éliminer, on a une table de référence qui nous dit quel code éliminer du séjour quand on a groupé un certain groupe principal ou secondaire. Les exclusions, je sais que vous connaissez, on a vu qu'il y avait des questions, c'est nécessaire à la bonne performance du groupeur. C'est pas un outil de privation d'accès à certains éléments de la sévérité, etc. C'est vraiment sans exclusion, le groupage des séjours serait bien moins performant pour classer les séjours au bon endroit. Au total, on met tout dans un unique fichier de tableur. Chez nous, il est au format Excel, mais il n'y a vraiment pas d'impératif à utiliser Excel pour ça. C'est simplement un format tabulaire où on représente avec des colonnes et des lignes toutes les infos. Et on va, à l'issue de ce webinaire, vous mettre à disposition ce fichier. Et c'est bien l'intérêt du webinaire d'aujourd'hui par rapport à celui du mois de juin, c'est qu'on rentre dans ce fichier technique pour vous montrer comment vous pouvez, à partir du fichier, comprendre comment marche le groupeur, comprendre où sont les points tous les points du groupeur. À partir de maintenant, je vais dans le fichier. Donc je vais changer d'écran. Attention les yeux. Voilà le fichier. Donc comme je vous le disais, nous on utilise Excel, donc c'est un format Excel avec des onglets en bas. On a essayé de remettre les codes couleurs de la présentation pour qu'on s'y retrouve entre groupes principaux, sévérité et lourdeur. Et c'est le fichier qu'on va partager avec vous. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Comme dans tout bon fichier technique qui se respecte, il y a un premier onglet qui n'est pas analytique, qui n'utilise pas Excel pour faire ce que fait Excel, mais à la place on a mis du texte et c'est un lisez-moi. Le but, c'est de vous décrire ce qu'il y a dans les onglets pour comprendre ce qu'on y retrouve une fois que vous serez seul face au fichier. Donc, même si on pourra revenir à la vidéo de ce webinaire, comme l'a dit Guylaine, même s'il y aura d'autres informations par ailleurs, le lisez-moi, c'est le rocher dans la tempête auquel on se raccroche. On commence tout de suite par le premier onglet, l'onglet de groupe principaux. Donc, dans mon lisez-moi, c'est le premier ici, d'accord? On va regarder ensemble une partie de ces onglets. On n'a peut-être pas le temps de tout faire, et surtout, c'est un fichier qui doit être manipulé pour être compris, parce qu'en présentation, ça va être beaucoup moins digeste. Mais on va regarder regarder l'illustration de mon exemple fictif tout à l'heure dans la réalité. L'arbre principal, il est représenté ici. Donc, je vous disais tout à l'heure, on utilise notre format tabulaire pour représenter en colonne nos tests. Ils sont ici en rouge. On a au maximum, dans cette version de l'arbre de classification HAD, au maximum 4 tests pour le même séjour. On a le droit d'en avoir 8, 12, 90. Il se trouve que là, on arrive au maximum à 4. Et en face de ces tests en bleu, les valeurs de ces tests. Donc, ça se lit de la façon suivante. Est-ce que le patient a un âge inférieur à, la valeur est 3, et est-ce qu'il a un MP parmi la liste des MP soins pâles? Si oui, le patient va dans le groupe 0101 qui s'appelle soins palliatifs. Donc on a l'identifiant du groupe ici, les 4 caractères de la nomenclature XXYY, et ici le libellé correspondant. On a mis des libellés comme on le pouvait, je le redis, ils sont pas définitifs. On est d'ailleurs preneur de suggestions pour des libellés, on peut encore les changer, rien n'est figé dans la pierre au niveau des libellés. On lit comme ça l'arbre, de haut en bas, jusqu'à avoir trouvé le groupe auquel doit appartenir le séjour, ou alors, et je vais descendre doucement, donc on peut voir qu'on passe de l'enfance aux soins palliatifs. Oh, j'ai oublié d'afficher, excusez-moi, où sont mes blocs? Je vais le faire tout de suite. Alors, excusez-moi, j'ai fait, voilà. Tac, tac, on va masquer ça. C'est dangereux de faire des démos en live, mais on va essayer d'y croire quand même. Hop, voilà. Vous avez, on retrouve les blocs dont je vous parlais tout à l'heure ici. Donc on voit qu'on passe de l'enfance aux soins palliatifs. Ensuite, on a l'antépartum et du postpartum, donc pour tout le péripartum. Un bout de rééducation. Ensuite, on passe à des séjours courts. Et ensuite, les blocs se croisent. Et vous voyez qu'on peut descendre dans l'arbre. Donc l'identifiant dans la colonne A, c'est ce qui nous permet de suivre l'ordre des tests. Et on fait tous nos tests jusqu'à arriver au dernier. Et si le séjour n'est allé nulle part, il va dans le grand trou abyssal qui est ici, qui est le groupe autre. Parce qu'il faut obligatoirement, quand on fait ce type d'exercice, avoir un groupe où, si on a répondu non à tous les tests, il faut aller quelque part.
Quand vous aurez ce fichier devant les mains, je répète une dernière fois, pour le lire, vous lisez en ligne les tests, vous commencez par le 1, et vous répondez. Tant que vous répondez oui, vous allez vers la droite. Si vous répondez oui à tous les tests, votre séjour est groupé. Sinon, vous recommencez à la ligne d'après. Et on groupe les tests comme ça, vers la droite et en descendant jusqu'à trouver le groupe dans lequel on va. Voilà pour les GP. Donc je vous ai dit, ces tests, ils sont tous basés sur des valeurs. Où est-ce qu'on les trouve? Pour les listes de code, donc AccessCAM, code de la SIM10, MP, c'est dans l'onglet code. Dans l'onglet code, on a un type de code ici. Donc si on utilise par exemple dans Excel un filtre, on peut voir qu'on a des actes, des diagnostics et des MP. Et on a pour chacun on a tous les codes ici dans la colonne code, ok, donc les codes d'actes, de diagnostic et de MP. Et dans la colonne liste, évidemment, comme son nom l'indique, toutes les listes. Donc si vous cherchez à comprendre ce qu'il y a dans une liste, on filtre la colonne liste sur la liste qu'on cherche. Si on cherche à savoir où va un certain code, on filtre sur ce code. Et voilà. C'est comme ça que ça s'utilise. Et j'insiste, il n'y a pas de, il n'y a rien de plus. Nous, c'est ça notre fichier source pour travailler. Il n'y a pas d'autres éléments derrière. On a le programme qu'on a écrit derrière. Bien sûr, il y a un programme informatique, mais il va réellement interpréter les lignes en allant chercher l'équivalence de ça dans les tables de correspondance. De la même manière, je vous ai dit qu'il y avait des listes, je vous ai dit qu'il y avait des niveaux. Dans l'onglet niveau de sévérité, qui est violet, vous avez, pour une combinaison d'un GP en colonne A avec son libellé et d'un GS en colonne C, je vais en mettre un peu plus informatif, vous avez son niveau. Alors je suis désolé, mon Excel s'est un peu reculé, mais voilà. Donc on va descendre dans un truc un peu plus informatif. Par exemple, j'ai mes abcès, et vous voyez que en fonction de ce que j'ai, où est-ce que j'ai mes abcès? Ici, pardon. Excusez-moi, je sais que c'est un peu, ça donne la nausée de pas être celui qui manipule Excel, donc je vais essayer de pas trop le faire. Voilà, vous avez pour mon GP d'abcès, vous avez différents groupes secondaires et différents niveaux qui correspondent. Je vais cliquer sur le orange maintenant. Pour la lourdeur, vous faites pareil. Vous avez un GP, là on est par exemple sur les escars, une variable, la vécu physique, le FSE, l'IK, différentes valeurs de cette variable de lourdeur, et pour la valeur correspondante, le niveau. Donc on voit par exemple que ce FSE donne un niveau de lourdeur B en GP escar. Les exclusions sont dans tous les fichiers exclus ici. Je vais pas c'est vraiment, je pense pas informatif, ni pédagogique, ni éducatif, quoi que ce soit de plonger le long dedans, mais ils sont tous là. Donc vous avez ce GP exclut ce GS. Dans l'onglet exclut GS, ce GS exclut ce GS. Dans l'onglet exclut GP DMP, quels sont, pour un GP donné, les codes à retirer du séjour en diagnostic MP et ACT en fonction du GP dans lequel on est allé. Et on l'utilise aussi pour les GS. Vous avez une description. Donc, je finis là-dessus. Donc là, on a vu où regarder les valeurs. Et qu'en est-il des tests? Vous voyez qu'on a H1, MP, Diag, durée, inf, DP, DCMPP, DCMPA. En général, ils sont informatifs, les noms. Mais pour retrouver ce qu'ils veulent dire exactement, c'est dans l'onglet test. D'accord? Dans l'onglet test, vous avez pour chaque nomenclature de test ce qu'il signifie pour nous, avec une description qui est normalement implémentable informatiquement. Avec strictement inférieur, supérieur à, appartient à, etc. Voilà. On a remis la SIM10FR dans un onglet, on a remis la CCAM dans un onglet, on a mis un tableau croisé dynamique pour ceux qui veulent jouer à explorer les listes. Je ne vous passe pas l'arbre des groupes secondaires parce qu'il est beaucoup plus long et complexe, mais il s'interprète exactement pareil que l'arbre des groupes principaux, à la différence que on démarre d'un groupe principal, donc on considère qu'on est arrivé dans un groupe principal et on réapplique un algorithme qui démarre à partir de 1 pour trouver des groupes secondaires et on le fait en boucle, donc c'est un peu plus long à lire. Et l'arbre des méta GP, je vous le passe pas non plus parce qu'au contraire, il est très court et c'est exactement pareil que les GP. On a un GP, un GS qui donne potentiellement un méta GP ou qu'on appelait super GP à l'époque d'ailleurs. On pourrait le renommer en direct parce que quitte à faire des acrobaties en live, pourquoi pas en faire d'autres. Voilà pour ce fichier. Je pense que c'est suffisant pour une présentation de type webinaire parce qu'on sait pas assez interactif et que maintenant il faut le manier à la main. Je vais revenir à ma présentation. Est-ce qu'il y a questions-réponses?
Oui, oui, Raphaël, il y a des questions. Il y a des anciennes qu'on va reprendre et puis des nouvelles. Dans les nouvelles, on nous posait des questions sur le MP25 et le FSE. On a vu là que c'est utilisé pour le niveau de lourdeur. Est-ce que c'est utilisé avant en GP ou en niveau de sévérité? La réponse. Non, ce n'est pas utilisé. Alors nous, dans l'algorithme, on le capte au moment des groupes de sévérité, mais il sert uniquement à la lourdeur. Il n'est pas utilisé en GP. Voilà, merci. On a d'autres questions. Je reviens peut-être un peu sur les questions de tout à l'heure. On en a une, enfin, intéressante notamment parce qu'elle renvoie enfin, aux autorisations et aux nouvelles mentions qui arrivent. Et donc, on nous posait la question, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il doit y avoir un lien entre, par exemple, de la rééducation ortho et la mention de rééducation? La réponse est non, hein. On a vraiment fait la classification pour décrire l'activité médicale. Et donc, voilà, c'est vraiment de la description. Après, est-ce qu'il y aura des conséquences ou pas que cette activité soit réalisée ou non dans dans une HAD autorisée, j'allais dire avec la mention, ça, on verra. J'allais dire, c'est un peu l'exemple, si on devait faire un petit parallèle avec ces soins palliatifs en MCO, où vous le savez, pour ceux qui font du MCO, il y a des tarifs différents si vous faites du soin palliatif en unité de soins palliatifs, en lit identifié de soins palliatifs ou dans un lit, j'allais dire, tout venant. Donc voilà, ça a été un choix mais voilà, lors des réflexions sur le modèle de financement. Donc peut-être qu'il y aura ces réflexions-là en HAD, ça on n'en sait rien, encore une fois, c'est les étapes d'après. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, la rééducation peut être faite dans n'importe quel... nous, elle est pensée pour, voilà, elle est pensée pour être décrite, quel que soit le lieu où elle est faite, elle est réalisée, cette rééducation. Il y avait une question il y avait des questions de valorisation, je pense une en particulier qui faisait état d'HAD qui sont sur des territoires difficiles, notamment de montagne ou très éloignés, par exemple en Guyane, par exemple. Voilà, nous, la classification, elle est faite pour décrire l'activité. C'est ensuite, encore une fois, après une question de modèle de financement. Et c'est à ce niveau-là où, comme dans les autres champs, on prendra en compte des spécificités géographiques telles que celles évoquées. On avait une question sur les diagnostics qui sont donc sévérité dans le nouveau modèle. Devra-t-on suivre les mêmes critères de codage qu'en MCO, par exemple les critères de dénutrition? À ce stade, il faut suivre les critères du guide méthodo HAD, hein. Les définitions ne sont pas modifiées, donc par exemple, sur la nutrition, c'est toujours celles qui sont définies dans le guide méthodo, qui ont cours, hein. Et on reste, ça va être tout à l'heure, on est vraiment sur le même modèle, même recueil, même consigne. Donc on est vraiment sur le même dispositif, enfin, même dispositif. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Celle-là sur des séjours très longs. Oui, si on a un séjour très long, est-ce que le groupage pourrait être amené à changer au fur et à mesure de l'évolution du patient? Oui. Hein, effectivement, enfin voilà, il y aura un groupage temporaire qui fera avec les informations disponibles. Et évidemment, si le séjour est très long, à la fin du séjour, le groupage peut être différent parce qu'il aura pris en compte les informations qui sont arrivées au cours du séjour. Vraiment, l'idée, c'est de. Quelque part, euh, c'est comme en ouais. MCO là-dessus, hein, il faut le dire. Je veux dire, Oui, ça existe dans d'autres champs des séjours très très longs, et tant qu'un séjour n'est pas terminé, il ne peut pas avoir son groupage définitif par construction. voilà, et je cherche. On a eu d'autres questions. Attendez, je les prends un. Euh, alors, y aura-t-il du César pour l'HAD de rééducation? Non. Non, c'était pas. Voilà, non. Et ensuite, simulation. Oui, bon, on va y venir sur la question des simulations. Donc, on va y venir après. Il y a beaucoup de questions sur la valorisation, hein, donc pas toutes les reprendre non plus, mais il y avait des questions évidemment qui vous intéressent sur la valorisation à la journée ou au séjour. Là encore, hein, la classification autorise tout, hein. Le modèle tel qu'on l'a construit permet voilà, différents modèles. Encore une fois, c'est l'étape d'après des travaux qui seront donc engagés par la DGOS. Donc, voilà, vous serez informés là aussi par vos fédérations. Enfin, par nous éventuellement aussi, évidemment, quand nous serons associés. Euh, tac, 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 non.
Voilà, il y a encore une nouvelle question sur les séjours longs. Est-ce qu'il y aura une valorisation provisoire? Ce que je disais tout à l'heure. Enfin, rien n'est décidé puisque les travaux sur la valorisation vont être engagés. Donc voilà, on peut imaginer que une solution sera trouvée, encore une fois, pour des questions de trésorerie des établissements. Voilà, vraisemblablement, une solution sera apportée, mais là encore, ce sera évoqué dans les travaux. Ces travaux-là seront engagés. Voilà, application de de classification, et quand est-elle prévue, ben on va parler peut-être des dates de l'expérimentation. C'est peut-être la partie d'après. Très bien. Si tu n'as plus de questions, je peux reprendre la main. Voilà, je pense qu'on peut justement enchaîner en transition. En transition donc, et merci à la personne qui a posé cette question, expérimentation et restitution de cette expérimentation et potentielle date de mise en œuvre de cette classification. Expérimentation. Depuis le 1er juillet, l'expérimentation de cette classification a démarré. L'objectif, c'était de ne faire ni un double recueil, ni un nouveau recueil, ni de faire d'impact sur la valorisation, donc de ne pas changer les règles d'utilisation des variables tarifantes, c'est-à-dire MPP, MPA, IK. Du coup, ce que ça nous permet, c'est de déployer cette classification pour tout le monde. En fait, il n'y a pas de changement pour les établissements. On continue à recueillir son information comme avant. Tout fonctionne comme avant, mais nous, on peut expérimenter sur les nouvelles remontées et après diffusion de quelques recommandations de consignes de codage qui concernent principalement les codes SIM10. On peut observer comment se font les case mix des établissements. L'idée, c'est de se donner un an, donc jusqu'à juillet prochain, pour d'une part petit à petit adopter ces nouvelles pratiques, ces recommandations de consignes de codage, notamment autour des diagnostics. J'en parle parce que les diagnostics n'étant pas tarifants, on sait que c'est pas voilà, on peut se le dire, la qualité du codage des diagnostics SIM10 dans le PMSI HAD, elle varie d'établissement en établissement, de région en région, et donc c'est se donner le temps d'harmoniser ces pratiques-là, de s'y intéresser un peu plus, peut-être simplement de mieux préciser les codes de diagnostic parfois quand ils sont trop imprécis. Et donc cette expérimentation, elle nous permet de faire ça, de tester les groupes qu'on a pensé, vérifier qu'on capte bien l'activité d'HAD au sens national, et surtout de permettre aux participants, en fait à tout le monde, de nous faire des suggestions d'ajustement de la classification. Pour accompagner cette expérimentation, donc, et pour pouvoir nous faire des suggestions, eh bien, il y a le guide méthodologique, il y a des recommandations de codage, il y a un fil Agora sur le site de la TIH pour nous faire remonter des questions ou des commentaires, il y a ces webinaires, et puis, bien entendu, il faut des éléments en plus pour accompagner cette expérimentation, notamment pour vous donner les moyens de nous faire des suggestions. Donc, comme je le disais, ça a démarré au 1er juillet. On va faire un point d'étape à mi-parcours, donc autour du début 2024. On fera un bilan après un an d'expérimentation. Mais comment faire pour participer avec nous? Pardon, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais une animation. On a donc dans Agora, on disait HAD, expérimentation, classification pour participer sur Agora. C'est ici, donc à droite. Au niveau des restitutions, c'est-à-dire que pour vous permettre de participer avec nous, ou en tout cas pour vous permettre de nous faire des suggestions, de comprendre comment ça marche, de faire remonter des éventuels soucis ou des détails, n'importe quoi en lien avec cette classification, puisque tout est participant, tous les établissements sont participants. Vous allez avoir des restitutions du groupage. Actuellement, c'est vrai, on dit que tous les établissements sont participants parce que nous, on continue à collecter le PMSI HAD et on peut grouper les séjours de tous les établissements. Mais pour les établissements, il n'y a pas encore grand-chose à se mettre sous la dent. À partir des transmissions PMSI M11, donc à partir du M12, nous allons mettre à disposition des établissements deux formats de restitution de cette expérimentation afin de vous l'approprier et de comprendre ce qui se passe dans votre établissement. D'une part via Ovalide, dans lequel il y aura des tableaux spécifiques à cette expérimentation qui vous permettront de retrouver un case mix par groupe principal, des détails sur la sévérité, sur la lourdeur, un case mix global en GPSL, voilà, donc des tableaux de type Ovalide, de type case mix.
Pour les séjours débutés à compter du début de l'expérimentation, et même pour les séjours non clos, où on fera donc ce qu'on disait tout à l'heure, des groupages temporaires. Et puis, bien entendu, pour pouvoir comprendre dans les plus grands détails ce qui se passe au niveau d'un séjour et qu'il y ait plus de transparence sur le groupeur en lui-même, il va y avoir une restitution au séjour. On pourrait donc retrouver un retour de votre groupage dans cette nouvelle classification au séjour via un outil spécifique qui sera mis à disposition en même temps, dont le nom n'est pas encore trouvé, donc on ne s'aventure pas sur un nom, mais qui vous permettra de revenir au séjour et donc de vous mettre à disposition le groupage pour vos séjours et de comprendre ce qui se passe. Ces deux éléments s'additionnent au fichier que je viens de vous montrer sur le fichier Excel dans lequel on peut déjà manipuler le groupeur. Je vous propose d'ouvrir à Oui, nouveau la question-réponse et avant que tu commences, Raphaël, ouais. il y aura aussi, bien entendu, à minima pour la fin de l'expérimentation, mais en tout cas pour accompagner cette classification, parce que je l'ai vu dans les questions, je l'ai vu passer dans une notification, un manuel de groupage pour accompagner les fichiers techniques. La nouveauté vraiment, c'est d'accompagner ce manuel de groupage de ce fichier tableur qui permet de vraiment manipuler plus facilement toutes les sources et les algorithmes du groupeur. Tout ça dans une tentative je peux dire, d'open source de notre travail. Oui, on a du coup une proposition de voilà, Visual Valo HAD. Donc effectivement, c'est un peu ça l'idée. Alors c'est pas Valo, hein, mais c'est bien l'idée voilà, d'un visual, d'un visual HAD. Voilà, je sais pas, voilà, comme le disait Raphaël, on a le nom, on l'a pas, mais l'essentiel c'est l'outil, j'allais dire, et de pouvoir vous mettre à disposition ce groupage pour que voilà, vous le voyez vraiment en vrai et que vous puissiez retourner au séjour pour vous rendre compte de finalement, qu'est-ce qui a amené le séjour à être classé là où il est classé. Voilà, c'est avec les outils qu'on vous met à disposition par ailleurs, ben voilà, c'est un répondant. Vous avez l'outil l'Excel qui vous permet de faire la manip et puis en même temps vous avez une restitution qui permet de la voir, de la voir concrètement. Voilà, oui, on avait donc des questions sur les établissements. Quels établissements? Est-ce qu'il y a des établissements pilotes identifiés? Mais non, c'est ce que tu as dit, c'est tous les établissements sont concernés. C'est vrai que dans l'attente de la mise à disposition de ces outils, vous êtes un peu quelque part un peu aussi aveugle hein, à ce changement. Voilà, vous avez été informé que l'expérimentation commençait au 1er juillet. Pour ceux qui étaient avec nous, au premier webinaire, puis oui, qui ont eu accès aussi aux documents, ben, ont pu déjà réfléchir à modifier leur pratique de codage. Donc ça, c'est très bien. Mais voilà, vous aurez concrètement ces retours en M11, hein, comme ça a été dit. Donc, j'allais dire, en cadeau de Noël 2023, vous aurez bah, toute votre activité avec des tableaux veille d'une part et avec ces restitutions au séjour, des données donc, qui iront de début juillet à fin novembre. Donc, bah voilà, c'est un premier. Bah, c'est le début, quoi. C'est le début, encore une fois, de cette expérimentation ensemble. Faut-il payer le code source de la fonction groupage? Je ne sais pas si je comprends bien, mais il n'y a rien à payer. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais euh, Je non. crois que ça fait référence au fait Ouais, qu'on peut acheter les sources oui, de la fonction groupage oui, en c'est ça. MCO, mais on n'est pas là, je Bon, crois, dans ce ouais, sujet. On est vraiment en expérimentation. ouais, oui. Ouais, je suis en train de lire. Euh, donc, pour contribuer à l'expérimentation, on passe par Agora. Alors, je sais pas qui lui répond. Non. Ah bah, Oui, oui, oui. En fait, le fil parfait de réponse. Agora Oui. est fait pour l'expérimentation. Donc, toutes vos questions, vos demandes, vos interrogations, des codes qui seraient mal rangés ou comment dire, des idées d'évolution ou de correction sont les bienvenues via le fil Agora. Comme ça, tout le monde en profite et nous, on les suit automatiquement. Ah oui, du coup, il y avait une explication effectivement sur que oui, voilà, effectivement, les autres fonctions groupage sont payantes, mais à ce stade, encore une fois, nous, c'est de l'expérimentation. Tac, tac, tac. Un séjour non terminé en décembre 2023 aura-t-il un groupage temporaire et une facturation au 31/12?
Il aura un Alors, le groupage groupage temporaire. temporaire, on l'a Oui. Voilà, déjà dit, la facturation, elle est indépendante de cette expérimentation. voilà. Comme on le disait, on se met vraiment, on essaye de faire quelque chose, on essaie d'implémenter ce changement sans impacter votre quotidien. Hormis en vous suggérant des recommandations de pratiques de codage, des diagnostics notamment. Et le but, c'est de ne pas impacter votre quotidien. Je profite d'une micro-pause que tu fais dans les questions que tu me dis, Raphaël, pour dire que nous, on est encore en réflexion en plus en interne. On réfléchit à d'autres façons de restituer, d'autres façons de condenser cette expérimentation. Voilà, on est là pour l'instant, on planifie déjà au minimum cette OVALI des restitutions séjour pour M12. Mais voilà, il y a le bilan, il y a le bilan à mi-parcours et puis d'ici la fin de l'expérimentation, il y a encore du temps pour trouver des façons de faire des restitutions de cette expérimentation. Voilà, bon, il n'y a plus trop de questions. Euh, ah oui, non. Ah, S'il n'y a plus de questions, il y en a une. Bon, il y a une sur la question du temps. Dans la charge en soins et la notion, j'imagine, de la charge en soins et le temps passé aux soins. Euh, oui, qui est une question habituelle hein, sur la mesure de la charge en soins qui n'est pas intégrée là, à ce stade, dans les travaux. Donc, à voir si c'est une évolution hein, à prendre en compte ou pas. Je parle dans la classif, évidemment, hein, puisque c'est intégré dans la partie ENC. Je parle dans nos travaux à nous. Euh, très bien. On n'a plus de questions, nous. Raphaël, c'est bon? voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Voilà, Donc, on espère à la voilà, prochaine fois. tous les documents sont sur le site, hein, comme tu l'as dit, et donc accessibles. Et voilà, Y compris cette présentation. Il y a des annexes que je oui, ne vous présente pas, mais il y a des annexes de cette présentation avec des documents en plus, des exemples de groupage. Je me souviens plus par cœur des annexes, là j'ai un petit trou de mémoire, mais il y a des annexes à cette présentation qui vont plus loin. donc, donc merci à tous hein, de votre attention. Et dans l'attente, oui, on voit le fichier Excel sera également disponible. Oui, hein, le fichier Excel qui vous a été présenté sera disponible également. Voilà, tout, enfin vraiment, vous aurez tout. Et voilà, encore une fois, merci de votre attention. Hein. Euh, et puis du temps que vous passerez sur cette expérimentation avec joie d'avoir vos retours. Merci.